Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour du Pays Basque. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça a été une étape assez calme, on va pas se mentir. On parlera top, flop, les différents classements en fin de vidéo. Et puis on parlera également de l'étape de demain, parce que demain on aura une journée intéressante, un peu plus compliquée qu'aujourd'hui. Normalement, voilà, il y aura, je dirais, il y aura peut-être un peu plus de spectacle, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas non plus exceptionnel au niveau du parcours. Ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, et plus vous cliquez rapidement juste après la mise en ligne d'une vidéo, et bien plus elles sont mises en avant par YouTube. Et puis le deuxième moyen de me soutenir, ça c'est seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks, et ça se passe dans les commentaires. Deuxième étape du Tour du Pays Basque. Hier, on avait eu un contre-la-montre, format qu'on retrouve quand même maintenant assez souvent, hein, ce format aux alentours de 20 minutes d'effort, avec quand même pas mal de spectacles, 3 coureurs quand même dans le même temps. Aujourd'hui, ça a été plus calme, avec un sprint et une étape assez plate, même pour du Tour du Pays Basque, même si parfois on a toujours une petite étape un petit peu ennuyante sur le Tour du Pays Basque. Il y a toujours ça normalement sur cette épreuve, avec une étape qui n'est pas toujours passionnante, mais là, elle n'était pas extrêmement passionnante, et en plus, on n'avait pas forcément grand chose à se mettre sous la dent sur les 60 derniers kilomètres, notamment au niveau classement annexe du côté de cette journée. On commence tout de suite avec ce qui s'est passé dans cette étape. L'échappée qui est parti assez rapidement, hein, au bout de 2-3 km de course, à peine, vraiment, même moins, hein, parce que oui, il a fallu, en fait, elle est partie dans le premier kilomètre. Échappée composée de Izaza, Xavier Izaza, du côté de la Euskaltel, équipe locale, bien entendu. Ne pas être dans une échappée du côté de la Euskaltel sur l'étape du Tour du Pays Basque, c'est quand même une faute professionnelle. Bayer, du côté d'Alpecin, on avait Uriarte du côté de la Kern Pharma, Fernandez de la Burgos, et puis Ariola Bengoa de la Cararual, qu'on avait déjà vu en échappée. Moi, je l'ai déjà vu en échappée sur une autre course. Bon, l'échappée qui a pris assez vite du temps, à 184 km de l'arrivée, elle avait déjà une minute d'avance, et pourtant, à bout d'une vingtaine de kilomètres de course, eh bien, un problème technique pour Izaza et Uriarte qui ont dû changer de vélo. À 130 km de l'arrivée, l'écart de 2 minutes 30. Puis d'une minute 25 à 91 km de l'arrivée, il va remonter à 1 minute 50. On avait un classement de la montagne en début de journée, remporté par Diego Uriarte, qui avait déjà pris des points hier lors du contre-la-montre devant Bayer et Izaza. Et puis on avait 2 sprints intermédiaires dans cette journée. Lors du premier passage sur la ligne d'arrivée remporté par Tobias Bayer, qui va également remporter le deuxième, ce qui lui rapportera également des secondes de bonification. On arrive à 24 km de l'arrivée, l'écart est d'1 minute 18 à ce moment-là, et l'échappée qui va perdre au fur et à mesure du temps, mais on pense qu'elle va être reprise vers 8-9 km de l'arrivée, puis elle va reprendre un petit peu d'avance, parce qu'il y avait une petite bosse. On va avoir des attaques, notamment du côté de la Visma Leasebach. Il y a quelques équipes qui vont tenter de fatiguer la Ineos qui roulait depuis le début de journée pour Caleb Ewan, pour protéger Caleb Ewan, et donc fatiguer l'Australien également. Mais ça ne marchera pas énormément, ce qui va permettre à l'échappée de reprendre 30 secondes d'avance. À 5 km 6, eh bien, Izaza décide de partir seul. On se dit, est-ce qu'il peut tenir, est-ce qu'il peut pas tenir? Bon, derrière, ça commence à rouler extrêmement fort. Le final qui sera marqué par une chute dans les 3 derniers kilomètres, hein, donc pas de problème avec la règle des 3 kilomètres, chute importante avec Tyler Stight, mais surtout Campenhart. En fait, Campenhart va se retrouver, va tenter de remonter
le peloton, erreur de sa part parce qu'il tente de remonter dans une légère zone de dégagement. Il y avait une zone avec un petit peu de calcaire, voilà, où des fois vous vous garez, vous savez, pour répondre à un appel, répondre à un SMS, même si normalement c'est pas autorisé, mais on sait que certains le font. Et puis, bah, en fait, il a fait un écart à ce moment-là, sauf qu'il y avait une moto qui était garée juste derrière, une moto, je pense, de course, une moto de l'organisation. Il est obligé donc de faire un écart pour l'éviter, donc il revient assez violemment dans le peloton, c'est-à-dire, voilà, on va... Je sais pas où j'ai mis mon crayon. Hop là. En gros, Campenaerts, il va essayer de se mettre sur le bord de la route, par ici, pour remonter. Voilà, un petit peu pour gagner des positions. Sauf que, hop là, il s'aperçoit qu'il y a la moto qui est là. Donc, pour éviter la moto qui est ici, il va revenir comme ça dans le peloton. Sauf qu'à ce moment-là, Stuyt, il était ici, donc en revenant, il fait une vague, Stuyt tombe, lui aussi, assez violemment, même Campenaerts, mais pour moi c'est une erreur de la part de Campenaerts, et bah, ça va lui coûter beaucoup, parce qu'ils sont tombés forts, hein, les deux Stuyt et Campenaerts qui sont quand même à l'arrivée, hein. Ils ont franchi la ligne d'arrivée aux deux dernières places de l'étape. Et donc à la fin on a un sprint, vous avez Van Boven bien emmené du côté d'Intermarché, mais Axel Lawrence replace parfaitement Caleb Ewan et personne n'arrive à battre l'Australien qui s'impose pour la première fois en World Tour, je crois depuis 3 ans, ce qui était une disette assez rare pour ce coureur. Oui, sa dernière victoire en World Tour c'était une étape de Tirreno en 2022. Donc ça faisait 3 ans, voilà, de disette en World Tour, parce que depuis sa dernière saison, en gros, c'est son passage à la Lotto, c'est à partir de là où ça a été compliqué, quand il était tombé notamment, je crois sur le Tour d'Italie, je crois me rappeler, où ensuite bah, il n'a pas réussi à redresser la barre, donc à partir de 2022, où les résultats étaient un petit peu en berne pour le coureur australien. Eh bien, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, Caleb Ewan. Caleb Ewan. C'est une victoire importante pour lui. C'est une victoire importante dans la reconstruction du coureur qu'il était. Parce que quand ça fait depuis 2-3 ans que vous galérez, il faut se reconstruire. On en avait parlé l'an dernier avec Julien Alaphilippe, notamment, mais même à Egan Bernal. Il faut réussir à se reconstruire. Il faut passer par des étapes. Dans un premier temps, il faut regagner. Il faut regagner même à un niveau pas forcément énorme. Il faut réussir à regagner. Ce qui permet de retrouver un peu de confiance. C'est ce qu'il a fait à copier Bartali. Mais forcément, certes, c'est une victoire avec une belle marge ce jour-là. Mais une opposition faible. On n'est pas sur un niveau World Tour. C'est pas la même densité au départ. C'était un parcours en plus qui était extrêmement plat. Donc voilà. La deuxième étape, c'est de regagner sur une course un petit peu plus dure. Voilà, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a franchi la deuxième étape, gagné avec une opposition un petit peu plus importante, même si ce n'est pas encore une opposition qu'il aura sur un grand tour, hein, très clairement, et puis avec une densité un petit peu plus importante sur un parcours plus difficile. C'est ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui, Caleb Ewan. Alors il faut dire aussi qu'Ineos a roulé pendant toute la journée. C'est-à-dire qu'il y a une seule équipe qui a maîtrisé l'étape dans le peloton, c'est Ineos. C'est-à-dire Ineos, ils n'ont pas entendu que les autres fassent le job, ils ont travaillé. Il y a juste un court moment où on a eu la Soudal Quick-Step qui a couru. Mais sinon, il a fait, voilà, ils ont fait le job pendant toute la journée. Et c'est vrai que je me disais, je me rappelais pas d'une Ineos qui travaille comme ça pour un sprinter depuis le premier passage de Viviani chez Ineos. Où c'est vrai qu'au tout début de Viviani, lors de son premier passage chez Ineos, Ineos avait souvent tendance à bosser pour lui. Mais que ça soit Caleb Ewan, que ça soit Viviani la deuxième fois, même quelques fois on a vu depuis le début de saison Axel Lawrence ou d'autres coureurs, normalement Ineos, même quand ils avaient un coureur rapide, ils ne bossaient pas pour lui, c'était lui qui devait bosser pour l'équipe. C'est même pour ça que Cavendish n'est resté qu'1 an chez Sky. Boasson-Hagen, sur la fin, il faisait plus qu'un travail d'équipier, il faisait plus de sprint, parce que c'est une équipe qui a toujours fait de cette manière-là. Et je pense au Swift aussi, dans cette formation, qui pourtant avait une bonne pointe de vitesse, qui
voilà, ne pouvaient pas jouer leurs cartes. Parce que l'objectif principal de l'équipe, ça a toujours été le classement général des grands tours, pas de collectionner les victoires d'étape. On voit quand même que dans la manière de courir autour de Caleb Ewan, c'est quand même une formation qui a un peu changé de méthode, qui a un peu changé de réflexion, de manière de faire. On en avait déjà parlé sur Paris-Nice, mais là, de courir que, on va dire, pour une étape, c'est pas habituel chez Ineos. On voit que ça change dans leur manière de penser. Bon, il y a peut-être la direction qui a mis un petit peu de pression pour avoir des résultats du côté de cette formation. Et Caleb Ewan, bah oui, c'est la deuxième étape de la reconstruction, mais c'est un cap qui va faire du bien. Et Caleb Ewan, il va se dire, ah bah, je suis capable au moins d'encore d'obtenir des résultats, parce que je pense qu'à une époque, il avait des doutes. Caleb Ewan, je pense qu'il ne le montre pas, mais il est passé par des doutes. Je pense que la dernière année chez Lotto a fait beaucoup de dégâts au niveau mental. Et ensuite, bon, chez Mitchelton, chez Bike Exchange, Jaiko Alula, parce que cette équipe a changé tellement de fois de nom, donc c'est compliqué ces dernières années. Mais il pensait vraiment se relancer parce que c'était courir dans l'équipe australienne, une équipe qui avait été conçue par des Australiens, parce que je rappelle qu'au départ, c'est une équipe qui a été conçue par notamment Robbie McEwen, par Baden Cook aussi, qui était au départ dans cette formation en tant que coureur. Et donc il se disait, ouais, bah, je vais réussir à me relancer, quoi, en gros. Et puis bah, ça s'est pas fait du tout, parce que ça s'est très mal passé. D'un côté comme de l'autre, je pense que les attentes étaient pas les mêmes. Enfin voilà, ça a été compliqué entre les deux. Et puis là, bah oui, il s'est retrouvé l'an dernier, on se disait, bon, bah les résultats ne viennent pas. On voyait qu'on faisait de plus en plus confiance à Wildschild et que lui, bah, il courait très peu. L'an dernier, il a assez peu couru, Caleb Ewan. Et là, c'est vrai que tu te dis, bah, est-ce qu'il va réussir à se relancer une deuxième fois? Est-ce qu'une équipe va lui proposer quelque chose? Surtout que le contrat a été cassé assez tardivement entre les deux. Donc quand c'est cassé assez tardivement, bah, c'est compliqué de retrouver une place, et surtout une place dans une belle équipe. Et Geraint Thomas a fait le forcing, en gros. Et Geraint Thomas chez Ineos, bon, on l'écoute, hein, parce que je rappelle qu'il fait partie des murs de l'équipe. Et en gros, ouais, il a dit qu'il voulait bien tenter Caleb Ewan. En plus, eux, ils venaient de perdre Viviani. Donc en gros, voilà, ils avaient pu Viviani reprendre un sprinter. Caleb Ewan, ça se tentait. De toute manière, ça pouvait pas être pire que Viviani en termes de résultats. Et bah là, pour le moment, ça se passe bien. Alors on verra demain, on verra sur le reste de la semaine hein, du côté de Caleb Ewan. Je pense que demain, c'est trop dur pour lui. Mais on verra, il y a peut-être une autre opportunité sur la semaine, possiblement, pour lui. Et on verra comment ça se passera pour Caleb Ewan, comment sera la condition physique. Mais là, c'est quand même pas mal, puisque 2000 mètres de dénivelé positif. Il arrive quand même assez frais à l'arrivée, j'ai l'impression. C'est pas le coureur qui grimpe le mieux, hein, malgré le fait que ça soit un petit gabarit Caleb Ewan. C'est quand même un sprinter qui grimpe assez mal, à part quelques fois où il nous a surpris, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur dans ce domaine-là, et là il a été bon, Caleb Ewan, donc voilà, bravo à lui, belle performance. Deuxième coureur top, Thibaut Gruel. Ouais, surpris du côté de Thibaut Gruel, parce que je me disais que Groupama, est-ce qu'ils allaient pas rouler pour Romain Grégoire? Alors, je me disais c'était osé sur une étape comme ça plate, mais en même temps, en termes de sprinter, il n'y avait pas forcément grand monde. Donc il y avait peut-être l'opportunité de faire quelque chose aujourd'hui, en sachant que voilà, les sprinters n'étaient pas forcément très nombreux au départ de cette course, et qu'on savait que ça serait compliqué quand même aujourd'hui d'éviter le sprint massif. Et je me disais, bon, bah, il roule pour Romain Grégoire. Puis j'ai vu après, ah non, Romain Grégoire, j'entendais Thibaut Gruel, je me disais, ouais. C'est vrai que Thibaut Gruel, il est plutôt positionné comme le sprinter. Je me suis dit, ouais, c'est une autre stratégie hein, du côté de la Groupama. On vise sur quelqu'un d'autre. Je me disais, bon, bah, ils visent peut-être sur un jeune coureur en se disant, bah, allez, s'il fait un résultat, ça peut être pas mal pour lui, mais en gros, on lui met pas trop la pression. Et Thibaut Gruel a été très bon aujourd'hui, le 4e place, parce que Van Boven, très bien positionné par Intermarché, donc dur de le remonter. Bon, Caleb Ewan était au-dessus de tout le monde aujourd'hui, mais Bastien Tronchon s'est employé pour prendre la 3e place. Hein. Ça n'a pas été facile pour Bastien Tronchon, et puis en gros il bat Letao Zinglé,
Il bat aussi Aberastouri aujourd'hui, parmi les coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse. Donc c'est-à-dire qu'il a fait quand même un bon sprint. Thibaut Gruel, c'est toujours bien d'être performant sur une World Tour. Je te rappelle qu'il n'a que 20 ans. Thibaut Gruel, là aussi, c'est un coureur qui vient de la formation continentale Groupama. Alors il est arrivé dans l'équipe au mois de mars l'an dernier, dans l'équipe 1, mais c'est sa première saison complète. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'il y avait eu énormément de résultats du côté de Thibaut Gruel, et surtout sur un niveau de course comme celui-là. Donc réussir un top 5 sur une World Tour, bah ça c'est très intéressant pour lui, et puis ça va peut-être lui donner de la confiance pour la suite. Donc il faudra voir là également sur la semaine, et puis peut-être sur les prochaines courses, on va voir comment ça se passera. Mais il a montré de très très bonnes choses aujourd'hui. Après, il faut se méfier d'un Thibaut Gruel peut-être demain ou après-demain, parce que c'est quand même un coureur qui a fait 3e du circuit des Ardennes Internationales, qui je crois est diffusé sur Sport en France. Je crois que c'est cette semaine. Je crois que c'est diffusé sur Sport en France, la chaîne du comité national olympique et sportif français, le circuit des Ardennes Internationales. Et quand vous faites 3e quand même du circuit des Ardennes Internationales, c'est que vous savez passer les bosses. Donc il faudra se méfier quand même de Thibaut Gruel. Il y aura peut-être des choses intéressantes, mais je pense quand même qu'on travaillera plus pour Romain Grégoire, notamment demain, parce que ça peut vraiment très bien lui convenir. Tiens, voilà, rapidement le profil de l'étape de demain pour le français. Van Boven, bah, bien joué là aussi, hein. Pas d'opposition énorme du côté des sprinteurs. Bon, il disait, je suis pas un sprinter, mais en gros, les jambes sont bonnes depuis le début de l'année. En ce moment, je suis vraiment très en forme. On se dit, bon, on tente le coup. Je pensais qu'ils allaient plutôt tenter Alexander Kamp. Même si c'est vrai que chez Tudor, la dernière année chez Tudor a été compliquée pour Kamp. Mais je me disais, Kamp, il a quand même une bonne pointe de vitesse. Il a montré de bonnes choses, mais peut-être qu'il n'est pas encore assez en confiance. Et que Van Boven apportait plus de garanties que Alexander Kamp. Mais Lucas Van Boven, très bon aujourd'hui, très bon sprint, là aussi un résultat en World Tour pour lui. Il disait, voilà, je suis heureux. En gros, je pensais que j'allais gagner, puis j'ai vu une fusée à côté de moi remonter, et puis en gros, j'ai compris que ça allait pas le faire lors de l'interview d'après-course. C'était un peu ça qu'il disait à Eurosport, et en gros, il savait que face à Caleb Ewan, ça allait pas le faire, mais il faut saluer quand même le travail d'Axel Laurens pour replacer Caleb Ewan. Ça aurait fonctionné si Caleb Ewan avait été mal positionné, mais en fait le problème c'est que Van Boven avait Caleb Ewan directement dans la roue, et dès que Caleb Ewan il a lancé, en gros impossible de faire quelque chose. Ça reste quand même un bon résultat, ça permet à l'équipe Intermarché de marquer des points. Intermarché qui n'a remporté sa première victoire que samedi dernier sur la Volta Limbourg Classique. On n'a pas débriefé parce qu'elle n'était pas diffusée en France. Il y a une époque, elle était diffusée sur la chaîne Équipe, elle n'était plus diffusée sur la chaîne Équipe, donc pas de possibilité de débriefer la Volta Limbourg Classique. Il fallait regarder la télévision néerlandaise pour ça, qui est pourtant une course qui est assez intéressante parce que c'est la seule course de préparation à l'Amstel, en gros. Et avec cette arrivée sur les pavés, et c'est la dernière arrivée sur les pavés vu qu'il n'y a plus une queue. Enfin, si, il y a la course qui arrive à la citadelle de Namur aussi, où il y a des pavés dans le final. Et donc, ce qui fait qu'Intermarché, il commence peut-être un petit peu à voir le bout du tunnel d'une période assez difficile, assez compliquée pour l'équipe belge. Et il faut marquer des points, hein. C'est important de marquer des points là. Parce que c'est vrai que Guilherme, pour le moment, pas fantastique. Alors, on l'a encore mis sur les Flandriennes. Je suis pas sûr que ce soit un Flandrien au final, hein, Guilherme. C'est pas parce qu'il a remporté Gand Wevelgem que c'est peut-être un Flandrien. Et même s'il va faire Roubaix, Guilherme, je pense que ça va être compliqué pour lui sur Roubaix. Mais du côté de Intermarché, il fallait marquer des gros points là, parce que il commençait à attraper beaucoup de retard. Et là, c'est ce qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui du côté de cette étape à Lodosa. Les flops du jour. Je commence avec la Visma. Oui, ça s'est encore pas bien passé pour eux. C'est vrai qu'Axel Zingler aujourd'hui, seulement 6ème, c'est pas un super résultat. Je pense qu'il lui manque Campenard dans le final. Mais bon,
regarde où il était placé à 2 km de l'arrivée au moment de sa chute. En gros, vu l'effort qu'il aurait dû faire pour se replacer, je suis pas sûr qu'il aurait été d'une aide incroyable pour Axel Zingler, mais je pense vraiment qu'il lui a manqué un poisson, enfin un mec pour l'emmener, pas forcément un poisson pilote, mais un mec un peu pour le protéger et pour le guider correctement. Et c'est vrai qu'on sait que Campenard a la capacité de le faire. Et puis après, bon, bah, Zingler, il a dû se débrouiller seul. C'est dommage parce qu'il est dans la route Caleb Ewan à 500 mètres. Aux alentours de 500, enfin de 500, 600 mètres, je sais plus. Il est dans la route Caleb Ewan. Et puis il perd la roue. Il perd la roue juste avant le virage, le dernier virage, où il va perdre la roue, Zingler. Peut-être un peu trop gentil, un peu trop tendre à ce moment-là. Et bah, il fait que 6ème. Et c'est vrai que Zingler, bah, ça commence à être frustrant, je pense, pour lui, parce qu'il est allé chez Visma quand même en se disant je quitte Cofidis, je quitte Cédric Vasseur. Bon, déjà, parce que l'entente entre les deux, on va pas dire qu'elle était excellente sur les derniers mois, hein, notamment à partir du Tour de France, mais même un petit peu avant le Tour de France, c'était déjà un petit peu compliqué entre les deux. Mais en gros, je quitte Cofidis, je vais chez Visma, je vais faire comme Laporte. C'était ça un peu l'idée de Zingler. Bah, on est au mois d'avril, pour l'instant, il n'y a toujours pas de victoire. Il n'y a toujours pas de victoire, et c'est vrai que ça doit commencer à être frustrant, ça doit commencer à cogiter un petit peu dans la tête de Zingler en se disant bah, est-ce que je suis si bon que ça, au final, parce que Laporte, il avait réussi à le faire plus tôt que moi. Et surtout, des opportunités comme aujourd'hui, il n'y en aura pas 150 dans l'année. Là, il profite quand même du fait que hier, le contre-la-montre individuel, bah, Kuss se soit planté. Il n'y a que Kelderman au final qui a fait un bon chrono. Donc c'est vrai que les ambitions de classement général de l'équipe ont déjà largement diminué. Donc c'est vrai que je disais, on en parlait dans les commentaires hier, mais c'est vrai que, ou ce matin, je ne sais plus, mais c'est vrai que je disais, bah, je pense qu'on va pas tout miser sur Kelderman. Donc oui, on peut miser sur Zingler, ça peut être une bonne opportunité pour lui. Sauf que, bah, encore une fois, y a un petit grain de sable qui se coince dans les rouages. Là, aujourd'hui, c'est la chute de Campenard. Et bah, j'ai envie de dire, c'est dommageable pour Axel Zingler parce que il y avait une opportunité aujourd'hui et que l'opportunité, il n'a pas su la saisir. Demain, je pense que c'est trop dur, très clairement. Comme pour Caleb Ewan, hein, je pense qu'ils passeront pas demain. Contrairement à un Thibau Nice, il faudra attendre un petit peu plus tard dans la semaine où il y aura peut-être une autre opportunité pour Axel Zingler. Mais bon, est-ce qu'on mettra autant d'énergie autour de lui? Ça, c'est loin d'être sûr. Quand on voit quand même comment ils ont protégé Zingler dans les 25-30 derniers kilomètres, hein, du côté de la Visma Lease Bike, notamment Attila Walter qui a fait un gros travail. Bon, tu dis que ces coureurs-là, ils auront peut-être pas la même idée dans les jours à venir, et peut-être que du côté de la Visma, on misera sur quelqu'un d'autre et pas sur Axel Zingler, et que Zingler devra se débrouiller beaucoup plus seul la prochaine fois. Ethan Etter. Ouais, Ethan Etter. Je suis même surpris Campenard donc fait pas Roubaix. Hein. Parce que à une époque, Campenard faisait quand même les classiques flandriennes. Il avait changé sa manière de courir pour les classiques flandriennes. Là. Donc il fera pas Paris-Roubaix normalement. Parce que par surprise de dernière minute, c'est surprenant. Ethan Etter. Bah, qu'a fait du Ethan Etter, quoi. Mal placé dans le peloton à 20 bornes de l'arrivée, tu te fais pas d'illusions, hein. Voilà. C'est dommage là aussi parce que bon, Ethan Etter, ça aurait pu faire top 5 aujourd'hui, vu ses qualités. Ouais, sauf que pour ça, il faut se placer dans le peloton, hein. À 20 bornes de l'arrivée, on le voit bien, le maillot de champion de Grande-Bretagne. Il est dans les dernières places. Alors, bah, tu sais que ça fera pas résultat aujourd'hui, hein. C'est terrible parce que on parlait de David Decker du côté du région Pays de la Loire Tour qui a eu une première saison vraiment très bonne en World Tour et puis après derrière ça s'est dégradé au fur et à mesure. Et Ethan Etter c'est pas loin d'être la même chose, hein. C'est-à-dire qu'au départ très bon chez Ineos, bon, l'an dernier déjà pas grand chose à se mettre sous la dent. Maintenant il a complètement disparu. Ethan Etter. C'était quand même un jeune espoir super prometteur. De sa génération, ça faisait partie des 5-6 très bons coureurs, quoi. On se disait, ah bah oui, Ethan Etter, ça fera
Ça fera des grands résultats à l'avenir. Tu vois, sur des grandes épreuves, c'est un mec qui est capable de faire des bonnes choses. Enfin voilà quoi, c'est un mec qui a un vrai potentiel. Sauf que quand tu regardes 2024 catastrophique, 2023 pas top, et là, bah, il est pas dedans. Il est pas dedans, bon, il n'arrive pas à faire des bonnes choses. Alors c'est dommage, parce que hier il fait 4, sauf qu'aujourd'hui, c'est pourtant une étape qui lui convient bien avec son profil. Il n'est pas dans le coup, il disparaît, mal positionné. Mal positionné à 20 bandes de l'arrivée. En gros, tu sais comment ça va se passer avec Ethan Ether. C'est fou, enfin, on a l'impression que des fois, il s'en branle de ce qui se passe en course, quoi. Bon, c'est déjà ce qui me marquait énormément chez Ineos. Je me souviens notamment d'un Tour de Romandie, mais tu te dis quand même que là, c'est compliqué à défendre, hein. Ce positionnement-là. Enfin, il y a un moment, Ethan Ether, il a 26 ans. Donc on peut plus dire que c'est des erreurs de jeunesse à 26 ans. Normalement, tu dois être mieux positionné. Si on t'emmène sur une course, c'est pour faire des résultats, ou soit dans ce cas-là, tu fais un travail d'équipier pour protéger tes leaders, mais ça n'a pas été le cas non plus. Puis bon, pour protéger Van Sevenant, enfin voilà, faut être aussi réaliste, hein, du côté de la Soudal Quick Step. C'est quand même incroyable cette manière-là de courir à l'arrière. Ok, quand t'as un baroudeur ou quand t'as un grimpeur, t'as un équipier en montagne, être à l'arrière sur une étape de plat, ça me perturbe pas. C'est pas le cas d'Ethan Ether. Donc c'est vraiment un coureur qui a vraiment disparu. Puis je me disais, bon, il va rejoindre Soudal Quick-Step, il va réussir à se relancer, ça va lui faire du bien. Pour le moment, il y a un seul top 5, donc hier le contre-la-montre, sinon il n'y a même pas d'autres top 10, hein. Les résultats sont très moyens depuis le début de saison. Il n'y a pas de relance du côté d'Ethan Ether. Et c'est quand même, ça commence à devenir inquiétant, quoi. Ça commence à devenir sacrément inquiétant du côté de ce coureur, parce que actuellement, il a disparu. Voilà. Il a complètement disparu, Ethan Ether. Quand on regarde par rapport à son début de carrière, on se dit, mais où est passé ce Ethan Ether hyper prometteur, hyper intéressant? C'est un coureur qui n'arrive plus à être efficace, voilà, qui n'arrive plus à être performant, hein, tout simplement. Tu vois, il avait quand même remporté une étape, même en 2023, sur le Tour du Pays Basque. C'était une étape qui faisait 2500 mètres de dénivelé positif. Voilà, c'était à peu près le profil d'aujourd'hui. Il avait battu Mauro Schmidt à Aberasturi, avec Aramburu et Orlus Aolara. Bon, aujourd'hui, il est derrière Aramburu, qui pourtant fait pas un bon sprint. On a beaucoup plus vu Mauro Schmidt que lui, et Yon Aberasturi est devant lui. Donc c'est pas très rassurant quand même pour ce coureur qui aujourd'hui, je pense que il fait plus rêver grand monde, hein, Ethan Ether. C'est quand même frustrant du côté de ce coureur. Et puis je termine avec Pao Mikel. Ouais, début de saison décevant, Pao Mikel, hein, aujourd'hui 17ème sur un sprint comme ça. Lui qui avait fait des bons résultats sur la Vuelta, donc il est capable de faire des performances sur des sprints avec cette densité-là au départ. On aurait pu s'attendre à ce qu'il soit dans le top 10 aujourd'hui. Là, il est loin du top 10, Pao Mikel. On n'a quasiment jamais vu, hein, le maillot Kern Pharma dans le final. Le maillot Kern Pharma, on l'a vu dans l'échappée, mais on ne l'a pas vu dans le final. Et ouais, pas bien positionné. Un mauvais sprint là, du côté de Pao Mikel. Et depuis le début de saison, là aussi, les résultats ne sont pas en adéquation avec les attentes que j'avais du côté de ce coureur, que j'avais trouvé qui faisait partie de mes révélations de l'an dernier. Hein, le top 10 de mes révélations. J'aurais attendu une confirmation. Pour l'instant, elle n'est pas là du côté de Pao Mikel, parce que j'avais vraiment bien aimé sa Vuelta. Il y avait eu beaucoup de top 5 l'an dernier sur la Vuelta du côté de Pao Mikel. Là, pour le moment, il est loin de ce niveau-là. Et sur un Tour du Pays Basque, où encore une fois, la densité au départ n'est pas forcément énorme, on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux de la part du coureur espagnol. Le classement, les différents classements. Donc l'étape aujourd'hui remportée par Caleb Ewan devant Van Boven, Trochon, Gruel et les Tao. Quelques coureurs ont été lâchés, mais voilà, vous voyez, c'est Mathis Paskens, mais pas forcément un coureur majeur. Donc Stites et Campenart
qui ont bien fini l'étape. Et Kajamini, qui hier n'avait pas fait un bon chrono, qui n'a pas pris le départ aujourd'hui, peut-être un petit peu malade du côté de ce coureur. Vous voyez que Del Toro était dans les derniers de l'étape avec Thomas Glog. Hein. Par exemple, ils ont fini assez loin l'étape du jour. Maillot jaune, enfin maillot de leader, toujours emmené par Charman devant Almeida et Lipovic. Hein, toujours les mêmes écarts qu'hier, devant Ethan Eter, Vlasov, Van Wilder. Pour la suite de ce classement, pas de changement. Voilà, dans le top 30 de cette étape et de ce classement général, pardon. Du côté du maillot de meilleur sprinter, c'est Charman devant Caleb Ewan, mais à égalité de 2 points. Donc Caleb Ewan portera ce maillot demain. Tobias Bayer, Almeida et Van Boven complètent. Le classement dans la montagne emmené par Oriarte devant Charman et Tobias Bayer. Le maillot blanc, c'est toujours Michael Léonard devant Del Toro et Thibaut Gruel. Et du côté du maillot du classement par équipe, Quick-Step devant Red Bull UAE. Là aussi, pas de changement. Du côté de l'étape de demain, là on devra avoir des changements entre Zarautz et Beazein. Ça va être dur, 157 km. Des petites côtes, mais très pentues, notamment dans le final, avec Lascaux Mendy, 1,4 km à 9,7 de moyenne, avec des passages au-delà des 12-13%. Il y aura la montée également de Gainza, vous voyez, 2,3 km, 11,3%, et en plus ça descend pas tout de suite derrière. Et voilà, donc une journée casse-pattes, fatigante, typique du Pays Basque, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment une étape typique du Pays Basque avec cette petite montée courte, beaucoup de pourcentage. Ça va faire mal aux pattes du côté des coureurs et surtout peu de temps de transition entre chaque boss. Hein. Là aussi, on va être un petit peu sur des montagnes russes, sauf dans les montées finales où là il y a un petit peu plus de temps, mais comme la dernière montée étant très dure, dernière montée qui aura son sommet à 6 km de l'arrivée. Donc ça aussi c'est à prendre en compte qu'il y aura 3-4 km de plat avant d'arriver à Beazein pour au bout de 157 km de course. Et ben nous on se retrouve demain. Parmi les favoris, tiens, pour une étape comme ça, Thibonais, hein, vu ce qu'il nous a fait au Grand Prix Miguel Indurain. Je vais retenter Ethan Eter, mais bon, j'y crois moyen. Il faudrait vraiment retrouver du grand Ethan Eter, lui qui a quand même bien disparu. Et puis sur une journée comme ça, si je regarde un petit peu la liste de départ, ouais, Aramburu, c'est peut-être trop pentu quand même pour Aramburu. Ah, il nous aurait peut-être fallu un Corbin Strong. Non, on va peut-être aller chercher du côté d'un Van Gils, hein. Un Van Gils peut-être. Voilà, du côté de Red Bull Bora, si on devait donner 3 favoris pour cette journée. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!